Short on cash and on time. The twice impeached, quadruple indicted, disgraced ex-president, who was found liable for sexual abuse, has just 48 hours from now to post a bond for his $464 million civil fraud judgment to prevent New York Attorney General Letitia James from being able to collect while he appeals. And although Trump may be spouting on Truth Social that he has $500 million in cash, his lawyers are telling a different story in a court filing earlier this week, saying that they have been, quote, unsuccessful in their efforts to obtain a bond. Dans certains cas, le respect de la loi n'est plus seulement une procédure technique, mais reflète des changements dans la manière dont le système traite ses propres limites. Récemment, un mardi matin, des agents désignés par la justice de l'État de New York, accompagnés d'agents fédéraux, ont entamé la procédure formelle de prise de contrôle des biens immobiliers de la Trump Organization. L'opération a débuté dans l'immeuble situé au 40 Wall Street, où des ordonnances judiciaires ont autorisé l'entrée d'équipes techniques chargées de recenser les actifs et de mettre en place des mesures conservatoires. Des opérations parallèles ont eu lieu à la Trump Tower et dans la propriété de Seven Springs, dans le comté de Westchester. Chaque site a accueilli des équipes juridiques, des évaluateurs et des fonctionnaires chargés de documenter et d'isoler les biens liés à la condamnation pour fraude commerciale qui pèse sur Donald Trump et ses entreprises. Ce qui a été observé n'était pas seulement l'exécution d'une décision judiciaire. Il s'agissait de l'application concrète et visible d'un mécanisme rarement utilisé contre des personnalités publiques de premier plan sur le plan politique et économique. La décision qui a motivé ces actions trouve son origine dans une procédure civile engagée par le procureur général de New York, qui a abouti à une condamnation pour pratique systématique d'inflation patrimoniale et de distorsion des actifs dans les documents financiers. Après le jugement qui a ordonné le paiement d'une indemnité élevée, la défense a fait appel. Cependant, conformément à la législation de l'État, le simple fait d'interjeter appel ne suspend pas les effets de la condamnation. Pour cela, il serait nécessaire de présenter une garantie financière sous forme de caution, de cautionnement ou de dépôt, couvrant la totalité du montant de la condamnation. Ce mécanisme courant dans les litiges civils sert de garantie pour que les créanciers judiciaires ne se retrouvent pas sans recours pendant que l'affaire est portée devant les instances supérieures. L'équipe juridique de Trump a cherché à se conformer à cette exigence, mais s'est heurtée à un obstacle déterminant. Plus de 30 institutions financières consultées ont refusé d'accepter les biens immobiliers comme garantie suffisante. Ce refus n'était pas dû à un problème documentaire ou à des formalités en suspens. Il a été interprété comme un reflet direct de la condamnation pour fraude, qui a compromis la crédibilité des valeurs attribuées aux actifs. En termes pratiques, le marché a indiqué qu'il ne reconnaissait pas aux biens présentés la fiabilité nécessaire pour couvrir une dette de cette ampleur. Sans garantie, l'appel a pu se poursuivre, mais le jugement est devenu immédiatement exécutoire, autorisant le début des mesures de blocage et de prise de contrôle patrimonial. Ce type de procédure, bien que prévu par la loi, est extrêmement rare lorsqu'il concerne d'anciens présidents ou des hommes d'affaires de renommée internationale. Non seulement en raison de la sensibilité de la situation, mais aussi parce que l'on s'attend à ce que les personnalités publiques très en vue disposent de liquidités suffisantes pour éviter ce type de contraintes juridiques. Le fait que la Trump Organization n'ait pas réussi à présenter une garantie minimale acceptée par le marché a mis en évidence une dissonance entre le discours de solidité financière soutenu depuis des décennies et la réalité mesurée par les mécanismes de vérification institutionnelle. Les avocats de la défense ont déposé des requêtes d'urgence, arguant que les mesures d'exécution causeraient des dommages irréparables, affectant non seulement Trump, mais aussi des tiers liés aux entreprises, tels que les locataires, les prestataires de services et les institutions financières ayant des contrats en cours. Ils ont également fait valoir que l'exécution anticipée violait le droit à un procès équitable et serait motivée par des raisons politiques. La juge responsable a toutefois rejeté ces allégations dans une décision écrite jugée particulièrement directe par les analystes juridiques.
Dans son argumentation, elle a souligné que toutes les possibilités de défense avaient été accordées, que la procédure avait suivi les voies régulières et que le non-respect des conditions requises pour la suspension de la sentence était le fait exclusif de la partie condamnée. Elle a clairement affirmé que les éventuels préjudices résultant de l'exécution seraient auto-infligés et ne constitueraient pas un abus ou un excès de la part du système judiciaire. Ce moment représente un tournant observable dans le traitement que le système juridique accorde aux personnes ayant une présence dominante dans l'espace public. Les images de bâtiments traditionnellement associés à la réussite entrepreneuriale faisant l'objet de mesures judiciaires signalent un changement important. Ce qui était auparavant considéré comme intouchable est désormais géré comme n'importe quel autre actif impliqué dans un litige civil. La mesure en soi n'indique pas une issue définitive et ne met pas fin à You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Présente en termes institutionnels. L'équation entre pouvoir économique, réputation acquise et responsabilité civile est traitée par le biais de mécanismes ordinaires, appliqués selon les mêmes critères que ceux valables pour toute autre partie impliquée dans un litige similaire. La continuité de ce suivi éditorial vise précisément à offrir au public une lecture cohérente et fondée des développements qui émergent lorsque des normes techniques s'appliquent à des structures de pouvoir très élevées. Rester attentif aux prochains développements fait partie d'une analyse qui privilégie la compréhension systémique plutôt que l'impact épisodique. C'est dans ce contexte qu'il devient essentiel de comprendre les mécanismes juridiques et institutionnels qui ont permis à un épisode comme celui-ci de passer du domaine de l'attente à celui de l'exécution directe. La législation civile de l'État de New York établit des critères objectifs pour la suspension des peines en appel. En déterminant que la partie perdante doit présenter une garantie financière pour empêcher l'exécution immédiate de la condamnation, le système cherche à préserver l'équilibre entre le droit à une défense complète et l'efficacité de la décision judiciaire. Cette exigence, connue sous le nom de Super Sedeas Bond, n'est pas un détail technique. Elle constitue un élément central du mécanisme institutionnel qui régit le délai entre un jugement et son éventuel renversement en instance supérieure. Son application, aussi stricte soit-elle, ne vise pas un nom en particulier. Elle s'applique à tout justiciable qui souhaite contester une condamnation financière sans permettre aux créanciers judiciaires d'être lésés en cas de défaut de paiement pendant la procédure d'appel. La pertinence de ce mécanisme est devenue plus évidente lorsque l'équipe juridique de Donald Trump a entamé des négociations avec des institutions financières afin de garantir le montant exigé. Des articles parus dans la presse américaine indiquent que plus de 30 entreprises ont été contactées. Aucune d'entre elles n'a accepté les biens immobiliers du défendeur comme garantie valable. Ce refus était en partie motivé par le jugement de première instance lui-même, qui établissait que les valeurs attribuées aux actifs avaient fait l'objet de distorsions systématiques. En d'autres termes, le marché a non seulement reconnu la décision judiciaire, mais a également indiqué qu'elle avait considérablement modifié la perception du risque associé à ce patrimoine. Il y a donc convergence entre l'évaluation judiciaire et l'évaluation du marché, ce qui est rare dans les litiges très complexes et lourds. Cet alignement entre les instances juridiques et financières indique que la confiance dans l'intégrité des actifs de Trump a été ébranlée non seulement par des allégations, mais aussi par des décisions exécutoires ayant des répercussions pratiques immédiates. À partir de là, les mécanismes d'exécution patrimoniale ont pu être mis en œuvre. L'État de New York, par l'intermédiaire de son procureur général, en coopération avec des huissiers de justice et des agents fédéraux, a commencé à appliquer les mesures prévues en cas de non-respect des décisions définitives. L'action coordonnée de ces entités publiques démontre l'existence d'un dispositif institutionnel solide, dans lequel différents organes remplissent des fonctions complémentaires sous la supervision du pouvoir judiciaire. Le rôle du procureur général ne se limite pas à la phase d'enquête ou d'accusation. Au moment de l'exécution, il participe à la coordination avec le pouvoir judiciaire afin de garantir que les mesures de blocage, d'évaluation
et de liquidation potentielle des actifs se déroule dans les limites légales, dans le respect des droits des tiers et des délais procéduraux. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'épisode en question ne peut être réduit à un simple litige patrimonial. Il mobilise des structures étatiques qui impliquent non seulement l'application de la loi, mais aussi l'intégrité des mécanismes de responsabilisation eux-mêmes. C'est précisément pour cette raison que la défense de Trump a cherché, à plusieurs reprises, à faire valoir que la procédure était entachée de motivations politiques. En attribuant une intention persécutrice à la procureure générale de l'État, Letitia James, les avocats ont tenté de déplacer l'axe du litige du domaine technique vers le domaine politique. Cette stratégie a toutefois été analysée et formellement rejetée par la juge responsable qui a qualifié ces allégations d'incohérentes et d'offensantes pour l'intégrité du procès. La décision judiciaire a réaffirmé que toutes les étapes de la procédure avaient été respectées, que la partie défenderesse avait pleinement exercé son droit de défense et que le jugement était fondé sur des preuves documentaires, des témoignages et des expertises dûment analysées lors d'une audience publique. Dans le même temps, cet épisode mobilise un deuxième niveau institutionnel, les cours d'appel. Même sans suspension de la sentence initiale, la procédure d'appel se poursuit. Les avocats continuent de tenter de faire annuler la condamnation, désormais dans une arène distincte où les critères d'évaluation se concentrent sur la légalité de la procédure, la cohérence des motifs et l'existence éventuelle de vices qui auraient pu compromettre le jugement précédent. Cette simultanéité entre l'exécution et l'appel n'est pas inhabituelle dans le système américain, mais son utilisation dans une affaire de cette ampleur expose clairement la tension entre le temps de la justice et le temps de la politique. Pendant ce temps, le marché financier réagit avec prudence. Les analystes consultés par des médias spécialisés soulignent que la détérioration de l'image patrimoniale de Trump pourrait avoir des effets en chaîne. Bon nombre de ces entreprises sont liées à des contrats de dette, comportant des clauses qui prévoient une échéance anticipée en cas de défaut de paiement ou de blocage judiciaire des actifs liés. Cela signifie qu'outre les biens immobiliers directement concernés par l'exécution, d'autres actifs peuvent être mis en péril, créant un effet domino qui affecte les créanciers, les investisseurs et les partenaires commerciaux. Cette possibilité est suivie de près par les institutions financières, les agences de notation et les cabinets d'avocats spécialisés dans le redressement judiciaire. La structure de financement de Trump, largement basée sur des actifs tangibles tels que l'immobilier, rend l'impact de la saisie judiciaire plus visible qu'il ne le serait dans des structures d'entreprise centrées sur des capitaux intangibles ou des participations actionnariales dispersées. Sur le plan politique, les répercussions commencent à se faire sentir à plusieurs niveaux. Les parlementaires républicains sont divisés entre des manifestations de soutien inconditionnel et des positions plus prudentes, dans lesquelles ils évitent de commenter directement les décisions judiciaires. Une partie de la base la plus fidèle continue de reproduire le discours, selon lequel le procès représente une tentative de persécution institutionnelle, tandis que d'autres secteurs du parti se montrent préoccupés par l'érosion progressive de l'image publique du président. Parallèlement, les dirigeants démocrates adoptent une position modérée, préférant ne pas faire de l'exécution judiciaire un thème central, peut-être pour éviter d'alimenter le discours de victimisation promu par les alliés de Trump. Ce choix stratégique révèle qu'il existe une compréhension du fait que la force des images de saisie de biens parle d'elle-même et qu'une surexposition politique pourrait être contre-productive dans le débat public. L'action du pouvoir judiciaire, quant à elle, reste centrée sur l'application des procédures légales prévues. Les déclarations publiques des tribunaux se limitent aux pièces du dossier, et les arguments présentés jusqu'à présent restent axés sur le fondement technique des décisions. Cela confère au processus une apparence de normalité institutionnelle, même si son contenu porte sur des mesures inhabituelles. Il s'agit donc d'une situation où le système fonctionne selon ses propres règles, mais face à un sujet procédural dont la notoriété propulse l'affaire à un niveau d'attention rarement observé dans les litiges civils.
Ce fonctionnement conjoint des structures juridiques, financières et politiques met en évidence la complexité du scénario. Cet épisode ne peut être interprété uniquement comme un conflit entre les parties, mais comme une manifestation systémique de la manière dont l'État gère les situations dans lesquelles la réputation publique entre en conflit avec l'exigence du respect formel des normes. Alors que la défense continue de mobiliser des ressources et de soulever des questions, les rouages institutionnels continuent d'avancer selon les paramètres établis. Dans ce contexte, il est essentiel de suivre de près et de manière contextualisée les prochaines étapes juridiques et institutionnelles afin de comprendre la portée réelle de ce qui est en jeu. Des analyses continues et fondées aident à clarifier la manière dont les systèmes juridiques réagissent lorsqu'ils sont confrontés à des personnalités qui, pendant des décennies, ont opéré selon leur propre logique de pouvoir et d'exposition publique. Les interprétations divergent quant à ce que révèle l'état actuel du processus, tant en ce qui concerne le fonctionnement du système judiciaire que les implications pour l'arrangement politique institutionnel au sens large. Pour certains analystes, la concrétisation de l'exécution judiciaire, avec l'imposition effective de restrictions patrimoniales, indique que le système juridique dispose d'instruments capables d'atteindre et de responsabiliser les individus qui concentrent un pouvoir économique et une influence politique élevée. Pour d'autres observateurs, cette même série d'événements soulève des préoccupations liées aux effets indirects d'une judiciarisation intense impliquant des personnalités publiques, surtout lorsque ce mouvement se produit pendant une période électorale sensible. Ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement, mais coexistent dans un champ de tension institutionnelle qui n'a pas encore trouvé de résolution claire. Selon les registres disponibles, les tribunaux au niveau fédéral et des États ont réaffirmé que les procédures adoptées jusqu'à présent sont conformes aux pratiques juridiques établies. L'exigence de présenter une garantie financière pour suspendre les effets d'un jugement pendant que les recours sont examinés constitue un mécanisme traditionnel, soutenu par une jurisprudence cohérente et réitérée dans des décisions antérieures. Ce qui rend cette affaire singulière n'est pas l'instrument juridique utilisé, mais le fait que son application touche un président dont la carrière publique a été largement associée à une image de solidité et de réussite entrepreneuriale. La difficulté à offrir des garanties jugées acceptables par le marché financier met en évidence un écart entre le discours construit au fil du temps et la capacité concrète à convertir le patrimoine déclaré en protection juridique dans des situations critiques. Ce contraste, qui se traduit désormais par des décisions ayant des effets matériels, élargit le débat sur la mesure dans laquelle la construction publique de la valeur économique résiste lorsqu'elle est soumise à des exigences institutionnelles objectives. Un autre axe important de la discussion concerne l'évaluation du risque. Les juristes qui défendent la poursuite de l'exécution font valoir que l'exigence de garantie existe précisément pour empêcher les débiteurs d'utiliser des recours comme moyen de retarder indéfiniment l'exécution d'une condamnation, compromettant ainsi le droit du créancier. À l'inverse, certains experts soutiennent que les procès ayant un grand retentissement public devraient s'accompagner de précautions supplémentaires afin de préserver la stabilité institutionnelle, même en cas de condamnation formelle valide. Cette perspective ne présuppose ni l'acquittement ni l'indulgence, mais propose que l'impact politique et social de mesures telles que la saisie de biens à forte valeur symbolique soit considéré comme un facteur de risque systémique. La divergence dépasse donc le domaine strictement juridique et reflète des conceptions différentes du rôle des institutions dans des scénarios à forte visibilité et sensibilité publique. Des interprétations contrastées apparaissent également quant à l'efficacité des mesures adoptées. Une partie de l'opinion publique interprète la saisie des biens comme un tournant dans la manière dont l'État traite désormais les personnalités publiques de premier plan. Une autre partie, cependant, perçoit cet épisode comme le reflet de disputes politiques qui auraient pénétré l'espace juridique. Cette interprétation est alimentée par des récits qui associent le procès à des motivations externes,
en particulier lorsque la défense insiste pour caractériser l'action du ministère public de l'État comme faisant partie d'une stratégie de persécution. Bien que le pouvoir judiciaire ait répondu de manière cohérente à ces allégations, la controverse narrative dépasse les limites formelles du procès. Sur les réseaux sociaux, lors d'événements politiques et dans les médias alignés, l'idée d'un excès institutionnel trouve un écho auprès de certains segments de l'électorat conservateur. L'absence de consensus sur la frontière entre la responsabilité légitime et la politisation contribue à maintenir un climat d'incertitude. Les analystes soulignent également que la conduite de l'affaire pourrait établir des références pertinentes pour des situations futures. Le jugement et son exécution impliquent non seulement l'application formelle de la loi, mais aussi la manière dont cette application est communiquée, interprétée et assimilée par la société. Le risque identifié par les spécialistes du droit constitutionnel est que la judiciarisation des dirigeants politiques soit instrumentalisée par différents courants idéologiques comme preuve d'une prétendue fragilisation institutionnelle. C'est pourquoi le strict respect de la transparence, de la régularité procédurale et d'une attitude modérée dans les déclarations publiques des autorités est considéré comme un élément essentiel pour préserver la crédibilité du système. Sur le plan économique, la persistance d'un scénario d'incertitude tend à produire des effets sur les chaînes de crédit associées aux entreprises de Trump. La possibilité d'une cession forcée d'actifs importants peut influencer les décisions des investisseurs, déclencher des clauses contractuelles de remboursement anticipé et modifier la perception du risque des opérations financières qui, jusqu'alors, s'appuyaient sur l'image de stabilité de certaines entreprises. Les experts du secteur immobilier avertissent que les impacts indirects pourraient toucher non seulement la Trump Organization, mais aussi ses partenaires commerciaux